Entre 1947 et 1957, Christian Dior va s'imposer. Il va devenir l'équivalent d'un dictateur de la longueur des jupes. C'est inédit et ça ne se reproduira jamais. Un seul homme décide à lui seul des bouleversements de la mode pendant une décennie. À Paris, dans un endroit dont l'adresse est tenue secrète, est conservé un trésor, les dessins de Christian Dior. Des dessins que l'on consulte encore aujourd'hui parce qu'ils sont toujours le charbon qui alimente l'énorme machine de mode Dior, l'une des plus prestigieuses au monde, un mastodonte. Pour la première fois, la maison Dior a accepté de dévoiler l'intégralité de ses milliers de dessins. Te les montrer à d'anciennes couturières de la maison. Tout ce qu'il faisait, c'était le paradis. Oula. À des intimes de Monsieur Dior. Christian Dior était vraiment quelqu'un qui vous marquait à vie. À des historiennes de la mode. Ça, par contre, j'ai jamais vu. À d'anciennes vendeuses. C'était un travail fou d'envoyer des croquis. À des spécialistes de la maison Dior. Ça, c'est inédit, personne ne l'a vu encore, c'est ça? Non, non, on l'a jamais montré. Quelle émotion. Il suffit de quelques détails pour pouvoir montrer la silhouette, le mouvement et évoquer la chose. Ces dessins racontent une des plus étonnantes histoires de mode du XXe siècle, mais aussi leur auteur, ce monsieur Christian Dior aussi célèbre que mystérieux. Le dessin de mode l'a sauvé. Ce sont ces dessins qui ont fait de lui un des maîtres de la mode. Il y a tellement de croquis, parce que dans chaque collection, il y avait parfois 170 modèles. Nous allons découvrir ses tout premiers crobards sur des calques, ses premières gouaches de chapeau avec lesquelles il gagne enfin de l'argent dans les années 30. Ses dessins incroyablement prémonitoires pour le Figaro, ses premiers dessins techniques pour une maison de couture et ses chefs-d'œuvre pour sa maison, le brouillon de la robe Junon et les robes du soir qui ont fait danser la riche Amérique d'après-guerre, la ligne A, la ligne H, la ligne Y. Voici pour la première fois la galerie de toutes ces collections Dior, 10 années qui vont éblouir le monde et rendre célèbre et riche celui qui se décrivait comme un paysan normand bedonnant. Mais attention, ces croquis vont aussi le tuer parce que cette histoire de dessin sera une tragédie. Voici les dessins inédits sublimes incroyables de Christian Dior. Madame Gossot est entrée petite couturière chez Christian Dior et très vite elle devient seconde d'atelier. Et avoir son énergie intacte à 93 ans, on est certain qu'elle était une des locomotives des ateliers de la maison Dior. Juste une petite anecdote. Je rentrais chez Dior, donc je descendais à l'Alma, je prenais l'avenue Montaigne, et devant le Plaza Athénée, il y avait un énorme blockhouse qui datait de la guerre et qui n'avait pas été encore démoli. Il y avait déjà un environnement qui n'était pas du tout l'avenue Montaigne de maintenant, avec ses boutiques magnifiques, pas une boutique. Et en 47, il y avait encore des restrictions? Oui, il y avait encore des tickets. Oui, comme on dit, pour le pain, même pour peut-être... il y avait aussi, on avait des tickets pour les chaussures, l'habillement. Nous avions une maison à la campagne qui a été réquisitionnée par les Allemands. On a failli être fusillés tous là. Vous avez quel âge en 47? En 47, je suis née en 43, donc vous voyez, ça fait 3 ans. Papa avait acheté, oh, non, il n'avait pas acheté, il avait loué une maison ravissante qui s'appelait Le Potager. Christian Dior avait une toute petite maison juste en face de la nôtre. Et du coup, il a profité de l'hiver et il a profité que l'on ne soit pas là pour s'installer bien dans Le Potager et pour réaliser à ce moment-là toute sa collection New Look. Hein. En 1947, on sort à peine de la guerre la plus atroce, le traumatisme est encore vif, la mode féminine est devenue sobre, utilitaire, kaki. Dior va réinjecter du rose et de la fantaisie dans tout ça. Ce qui est génial, c'est que c'est une histoire de overnight success story. Le jour avant son défilé, il était inconnu. Le jour après, il était une célébrité mondiale. Première collection, donc le New Look. Vous faites une de ces têtes? C'est vraiment extraordinaire. C'est dingue, hein.
Pourquoi ces dames? Parce que vous voyez cette espèce de climat de fièvre, la ligne du dessin, le dynamisme du trait, l'espèce de même de folie qu'il y a dans ces lignes qui sont... c'est fascinant, ça. Moi, si vous me donniez ce dessin-là, je serais d'accord. Ok, d'accord, on va le On fait une voler. photocopie? Ouais, on va le voler. Ah non, c'est sublime, ça. Ah ouais. Alors ça, j'ai jamais vu. Je sais pas d'où il sort. C'est une recherche sur un thème, celui de la rose. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste plaqué comme ça pour décorer. Ça décore pas. Ça accompagne en fait la structure du bustier. Là, par exemple, ça accompagne tout un froissé, le bustier au niveau des seins, et le tissu est maintenu par la rose, en fait. Cette petite Aphrodite, c'est vraiment la femme très idéalisée, c'est une déesse. C'est pas juste une femme, c'est une créature merveilleuse qui va apparaître dans une soirée, on l'imagine, avec cette robe. Et les gens vont s'arrêter de parler, ils vont être complètement éblouis par cette femme tout à fait scintillante. Lancer cette maison est un coup de poker, une utopie mégalo ou inconsciente. Il n'y a pas encore de vraie devanture, la plaque à son nom n'est pas à la bonne taille et n'est pas bien posée. La peinture n'est pas sèche et les mannequins risquent de se prendre des taches ou d'accrocher leur robe dans les échelles. Christian Dior n'a subi jusque-là que des échecs, des maladies et des faillites. Mais nous sommes avenue Montaigne parce que derrière tout ça, il y a Monsieur Boussac, un géant du textile, l'homme le plus riche de France à cette époque. Il n'a pas fait son entrée en catimini, il a pu inviter des gens, donc ce premier défilé était assez attendu, les gens avaient déjà un petit peu entendu parler de lui et les journalistes internationaux sont venus. Vous êtes allé à ce défilé ou pas? Non, j'étais certainement pas au défilé, là. Non, ça certainement pas, non. Non, d'ailleurs, il y avait un monde fou. Il n'était pas question d'avoir des enfants, là. Non, il n'était pas question. Le premier défilé pour la collection été 1947 dure 2 heures. On présente 90 modèles et la journaliste du Harper's Bazaar, Carmel Snow, appelle cette révolution le New Look. Christian Dior vient de ressusciter la France, c'est un triomphe, mais c'est aussi un scandale d'une ampleur sans précédent. Quand il a sorti le New Look, vous parlez de polémique. Là, il y en a eu vraiment. On a traité de tout. L'origine du scandale, ces jupes très très larges, très amples. Et pourquoi ça a choqué les gens? Parce qu'on était dans une époque où il y avait encore les rations. Le tissu était très difficile à trouver. D'ailleurs, son financier, Marcel Boussac, il a su trouver des tissus pour Dior pour faire sa première collection. On dit que c'était des morceaux de tissu de parachute, des chutes de soie comme ça qu'il avait. Mais c'est justement ça qui a marché avec le New Look. Parce que même si ça n'était qu'un symbole et ça n'était pas une réalité, c'était la volonté de revenir au monde d'avant et au monde de l'abondance. Et l'abondance, elle s'exprime avec des tissus et des maîtres de tissus. Quand on faisait les robes de tulle du soir, alors là, le tulle, il y a eu des métrages de 20, 30 mètres, vous voyez. Il s'en occupait pas tellement, Monsieur Dior, de ce souci de métrage, quoi. Il voulait ça, il fallait que ça soit fait comme ça. Hein. C'est une forme de résistance, hein, on peut dire, parce qu'on a envie de faire un pied de nez au totalitarisme, à la violence, à la noirceur. Qu'est-ce que vous avez amené avec vous? J'ai apporté quelques souvenirs, quelques papiers. Ça, c'est des dessins de vous? Ça, c'est des dessins que j'ai faits. Ça, c'était 46, voilà. Et ça, c'était horrible. Les chapeaux qu'on appelait chapeaux cheminés, et puis les grosses chaussures, les grands sacs. C'est intéressant de voir le contraste. Ça, c'est 47, c'est ça? Oui, ça, c'est Dior qui est arrivé. Voilà. C'était pour vous montrer justement le peu d'élégance qu'il y avait avant lui. Et puis, tout d'un coup, ça a été l'explosion de féminité. Tout ça, c'était sur jupon. Donc, en réalité, quand vous vous preniez, ça balançait. C'était ravissant. Ça devait être sexy, surtout. Les garçons devaient... Ah, alors, ben oui. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai emballé mon mari. Parce qu'il arrivait d'Indochine. Vous avez acheté une robe Dior comme ça? Ah non, travaillant chez Dior,
je me faisais mes robes. Alors normalement, on n'avait pas le droit, parce que dans les ateliers, c'était copier, c'est voler, copier, c'est voler, copier, c'est voler. On était imprégnés de cela. Mais automatiquement, si je venais de faire un modèle qui me plaisait, je me le faisais pour moi après. Mais du coup, j'avais beaucoup d'admirateurs parce que j'étais très bien habillée. C'est vous, là? Là, quand Dior est arrivé qu'il a fait ça, ça a été, je vous dis, la joie. Il y avait peut-être des idées qui étaient dans l'air, mais lui a affirmé ça. C'est-à-dire toute sa collection était avec des jupes rallongées, avec des silhouettes en corolle. Le modèle évidemment phare de cette ligne, c'est le fameux tailleur bar. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de dessin du tailleur bar? C'est pas vrai? Ouais, ça a été perdu. En fait, il y a un dessin de charte du tailleur bar, un dessin technique du tailleur bar, mais le dessin du tailleur bar de la main de Monsieur Dior a été perdu. Ça, c'est les métrages. 3,75 m de Chantou, c'était très précis. Nous, maintenant, on ne veut plus entendre parler de 25 ou 75. Maintenant, je dis, c'est 3 mètres, ou c'est 4 mètres, ou c'est 10 mètres, ou c'est 20 mètres, ou c'est 100 mètres, mais voilà. Ah, vous pouvez mettre 100 mètres? On a déjà mis beaucoup plus pour des robes. Ah oui. Vous savez, dans des robes qui sont en tulle ou comme ça, on met des 300, 400 mètres. 400 mètres? Ah oui. Jorn Michaelson travaillait au studio avec Christian Dior. Jorn, vous pourriez nous dessiner le tailleur bar? Nous n'avons pas de dessin de tailleur bar. Vous n'avez pas de dessin de bar? Non. Vous n'avez pas le bar? Non. Alors, je vais vous faire le bar. Ça vous va? Là, on voit la Vespa. Ça restait quand même la silhouette Dio. Une sorte de Vénus de Milo. C'est celui qui, visuellement, va symboliser le New Look, en fait. Avec cette taille très marquée, c'est le sablier, la forme du sablier. C'est un tailleur qui vraiment étrangle la taille. Et ce qui était facile en plus dans les médias après-guerre, parce que les femmes avaient beaucoup maigri étant donné les privations. Donc c'était plus facile à cette époque-là. Et donc là, on le voit avec le tissu ici, l'échantillon. C'est du chantung, c'est ça? Voilà, c'est du chantung, oui, absolument. Et c'est absolument ce qu'il faut pour construire cette ligne très architecturée. Pour la jupe, c'est un tissu beaucoup plus souple, parce que c'est exactement le contraire qu'on recherche pour la jupe. La jupe peut bouger et se déployer comme une corolle. Dans la façon dont les mannequins marchent à l'époque, il y a un balancement des hanches comme ça qui accentue ce tombé de jupe. Dior Parfum est lancé au même moment avec Miss Dior et toute une équipe de dessinateurs travaille à élaborer des flacons. Miss Dior est lancé et testé dans les salons dès le février 47, mais le génie, la vision et la chance peut-être aussi font que tout fonctionne en année 1 de cette maison. Tout le monde veut du New Look et du Miss Dior rapidement. Christian Dior demande à Victor Grandpierre de dessiner pour lui les présentoirs baroques qui mettront en valeur les parfums dans les boutiques. Et pour Diorissimo, on convoque Versailles, un des lieux clés de l'esthétique Dior. Oh mon Dieu, c'est lui! C'est pas fabuleux? Mon Dieu, c'est pas merveilleux ça? C'est le XVIIIe siècle, vu par la Belle Époque, vu par le milieu du XIXe. C'est nostalgie sur nostalgie, inspiration sur inspiration, c'est une sorte d'idée postmoderne de... C'est du post-Marie-Antoinette. Oui, exactement. Le succès est mondial. Immédiatement, Dior représente plus de la moitié des exportations de mode françaises. Dior pèse dans la balance commerciale du pays. À l'époque, si on demandait aux gens qui est-ce que vous connaissez qui est français, je pense qu'il y avait Charles de Gaulle et Dior. Amish? Yes. Amish? Vous avez du courrier. Vous pouvez lire cette lettre? Très chère Marguerite, je suis absolument désolé de ne pas pouvoir venir à Paris cet automne. Tant de choses ici demandent mon attention et il m'est impossible de partir.
C'est une cliente américaine. Madame Firestone? Mais oui, bien sûr. Je veux désespérément des modèles Dior et je ne peux imaginer la saison sans eux. Soyez gentils, écrivez-moi vite car j'ai l'impression qu'il s'écoule un temps fou entre mes commandes et le moment où je les reçois. Et j'ai peur de n'avoir rien de nouveau à me mettre cet automne. Je me souviens d'une cliente extraordinaire, s'appelait Lady Marriott. Bon. Elle ne se dépassait pas. Comme on la connaissait, je choisissais, mettons, un modèle, en disant ça va lui plaire. Elle envoyait un télégramme en disant c'est OK, je le veux en 20 couleurs. Il y a des couleurs qui font un peu mal aux yeux, ça pique un peu les yeux, non? Le jaune, là, il faut des lunettes de soleil pour faire cette robe en jaune. Ça, il faut voir aussi le genre de cliente qu'il y a. Je me souviens de celle-là, je crois que c'est celle-là qui était avec des brins de muguet ou des petites cerises avec les petites feuilles. Et alors, cette dame qui avait acheté ça, je me souviens, c'était Mrs. Bede. Elle devait avoir 70 ans, 50 ans. Cette robe en organdie blanc avec ces petites cerises, j'en étais malade. Je me disais, non, c'est pas possible, ça va être interdit. Bon, enfin, c'est comme ça, elle payait, c'était bien. Les clientes arrivent en masse et on embauche en masse. La bonne devanture est installée, le premier hôtel particulier de l'avenue Montaigne est vite trop petit et la maison Dior va annexer les autres immeubles. Ça va vite, ça va aller trop vite. C'était quoi les choses les plus dures pour vous? Il y avait des choses dures dans la vie chez Dior? L'angoisse. L'angoisse de ne pas réussir et de ne pas arriver à temps pour... c'était toujours l'histoire de temps. Mais c'était... Avant de découvrir le dessin, Christian Dior s'est essayé son succès à une carrière de galeriste. Mais comme on le voit sur cet autoportrait déguisé en Cendrillon, il se sent seul dans sa galerie avec ses croûtes pendant que les autres sont au carnaval. C'est assez amusant parce que c'est assez rare de trouver une caricature comme ça de Christian Dior lui-même, s'auto-flagellant un petit peu. En 1934, la galerie coule. Christian Dior en mauvaise santé a été ruiné par la crise de 29. Ce sont ses calques qui vont lui sauver la vie. En fait, le dessin de mode l'a sauvé de la ruine. Il était dans la ruine totale. En 2 ans, il va apprendre à dessiner grâce à un couple d'amis dessinateurs, Jean Ozen et Max Kena. Il recalque une cuisinière et son rouleau à pâtisserie, une dame qui fait du vélo et le détail de la poche arrière. Des attitudes bien saisies, souvent hautaines, des foulards, des drapés, déjà des robes du soir et des détails de passementerie. Il apprend à dessiner des pieds, des têtes et des chapeaux. Il apprend à simplifier les traits d'un visage féminin. On est dans la pure idéalisation. Quand il avait 14 ans, une voyante, paraît-il, j'étais pas là, la voyante lui avait dit que ce serait par les femmes qui connaîtraient la gloire. Rapidement, Christian Dior gagne sa vie grâce à ses dessins. Sa vocation est trouvée, ce sera les dessins et la mode. J'ai devant moi toute la collection des dessins qu'a réalisé Monsieur Christian Dior pour maman en 1937 quand elle a ouvert sa maison. Comment elle rencontre Monsieur Dior? Monsieur Christian Dior entend parler de l'ouverture de sa maison et il lui montre tous ses dessins. Et maman a été impressionnée, donc elle a acheté tous les dessins, une centaine qu'il lui a proposé. D'abord pour pas qu'il y en ait d'autres qui se promènent dans Paris. Et en plus, elle a eu un vrai coup de cœur. Elle les a trouvés d'une belle facture, très créatifs. Et elle s'est inspirée pendant 1 an et demi, disons 2-3 saisons. Celui-là, j'y tiens particulièrement parce que c'est le dessin, c'est le portrait de ma mère qu'il avait fait à l'époque. Voilà. Avec un chapeau, qu'il avait des choses très simples, parce qu'elle aimait bien les choses assez épurées et très simples. Vous savez s'il y a beaucoup de dessins comme ça de Monsieur Dior en main privée? J'ai très peur qu'il y en ait eu beaucoup qui aient été jetés. Après, les collections sont finies, on jette les dessins, on passe à autre chose. Moi, je sais que j'ai ça, j'en ai jamais vu ailleurs, jamais vu reproduit, je sais pas. Franchement, je sais pas. Depuis quelque temps, j'ai les cheveux qui tombent, qui crèchent, j'ai même droit aux pellicules. Elle a fait des chapeaux jusqu'à quelle année? Jusqu'en 64. Alors, elle a arrêté parce que les femmes ont eu des très beaux cheveux, alors qu'avant, avec les teintures qui n'étaient pas au point, elles avaient des cheveux tout mités, pas bien, donc elle les cachait avec des chapeaux. Et deuxièmement, on ne pouvait pas rentrer avec un chapeau dans les voitures. Monsieur Dior détestait les cheveux. Il préférait les chapeaux. Il détestait les cheveux, carrément? Oui, il n'aimait pas les cheveux. Je pense qu'il y a une sorte de règle avec les chapeaux, que ça doit être un peu comme une cerise, pas le gâteau.
Et il a bien compris ça. On voit que pour lui, c'est une petite signature, une petite finition. Le quotidien Le Figaro le repère et lui demande de dessiner les tendances de la mode, ce qu'il va faire jusqu'à la fin août 1939. Ah oui, que j'ai jamais vu en plus. Non, vous l'avez jamais vu? Non, non, parce que j'ai pas eu tout ça. Vous les aviez vus, ces dessins du Figaro? Non. Non. Ici, c'est une mode Dior très reconnaissable, à la veille de la guerre. Regardez cette manche, la manière dont elle est faite, une sorte de fichu drapé. Très Dior. Mais la longueur des jaquettes, c'est drôle, non? Ça, c'est quand même le bar. C'est plus haut et tout ça, mais quand même la forme. Il fait ses classes, là? Oui, bien sûr. Ouais. Le fait de traiter des tendances, c'est une façon pour lui d'apprendre la mode, parce qu'il est obligé de voir ce que les couturiers font, tous les couturiers. Ça, c'est un peu son premier vrai travail rémunéré de sa vie, c'est ça? Mais il était complètement fauché. C'était un peu sa dernière chance. Hein. Alors, pour vos vacances, Valentine Bourgade, une veste en jersey bleu roi, accompagne ce pantalon de flanelle blanche. Ça fait penser beaucoup à Saint-Laurent, la veste blazer croisée, un peu inspirée par l'homme. La tenue classique, pantalon étroit et long, veston droit ou croisé, donc hommes et femmes. La seule à avoir fait des pantalons avant, c'était Chanel, des pantalons qui étaient plutôt des pyjamas pour la plage, etc. Mais là, c'est formidable que vous ayez trouvé ça. On a trouvé l'origine du smoking de Saint-Laurent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas vraiment fait de pantalon, Monsieur Dior, derrière. Non, jamais. Non, Alors, à son époque, à lui, on restait encore dans des codes esthétiques qui étaient celui de la femme élégante. La femme élégante, elle ne mettait pas de pantalon le soir. Oui, je crois qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Je m'excuse, mais je préfère attendre un petit peu. Il trouve du travail chez Robert Piguet et ensuite pour Lucien Lelon, le grand couturier phare du Paris de la guerre qui parvient à maintenir une activité de mode pendant les années noires. C'est l'occupation, le trait est plus appuyé, plus raide. Avec quelques coups de crayon, il y a vraiment l'essentiel qui est dit, c'est-à-dire le tombé, les points de force, où se passent les points d'accroche. Que ça soit d'une couture, d'une incrustation ou par exemple d'un drapé. Mais il y a les vêtements de Vamp, toujours la recherche d'un idéal. Vous pensez qu'il a la fascination pour des mondes engloutis? Certainement, moi je pense qu'il est... c'est un nostalgique, mais ça c'est évident. Christian Dior n'a jamais dessiné de mode masculine, sauf en 1942 avec ses costumes gouachés pour un film d'époque. Et là, pour une fois, il dessine un homme dans une tenue militaire. Et regardez, une veste d'apparat avec des basques bien marquées, sans doute les prémices du fameux tailleur-bar. À la fin de la guerre, Christian Dior connaît le dessin, connaît les ateliers, les vendeuses, les clientes, la presse. Il a en lui de quoi construire sa maison, son esthétique et l'alimenter de saison en saison. Après 1947 et le succès du New Look, Dior va devoir faire la révolution de la mode tous les 6 mois. Été 48, la ligne Envol. Dans cette collection, il voulait qu'en fait, que quand la femme bougeait, la robe partait vers l'arrière comme ça, la robe ou le manteau. Et là, on le sent bien qu'il y a vraiment une grosse masse de tissu qui est déportée sur le côté. À chaque fois, ce qui était très important pour Monsieur Dior, c'était jamais des croquis figés. Là, on a l'impression que le mannequin marche et on a l'impression qu'elle est en train d'ajuster ses gants. Là, il a voulu dessiner le modèle en mouvement, pour bien faire comprendre aux premières d'atelier comment arriver à cet effet-là quand ça bouge. Ces croquis-là, ces aspirations-là, on les a toujours de nos jours hein, pour faire les collections. Hein. Ça, on le retrouve souvent. Hein. Très, très souvent. Ça, vous l'avez fait pour le pas Festival longtemps. de Cannes, c'est ça? Oui, il n'y a pas longtemps, oui. C'est souvent, toute l'année, on refait des robes de Monsieur Dior. On n'a pas les patronages, forcément, ils n'existent plus, donc on refait à chaque fois. Ça veut dire que les dessins sont suffisamment techniques et lisibles techniquement? Ils sont trop bien faits. Très, très bien faits.
Pourquoi? La ligne extérieure est bien faite, le détail du pli ou du drapé, le tombé, le bouton, la ceinture, tout est bien noté. Vous voyez les boutons là, vous? Oui, j'en vois là et là. Non, tout est bien noté, il y a jusqu'aux gants. C'est quoi la matière, à votre avis? Ça, je pense que c'est plus un lainage, je pense. Un lainage fin, mais un lainage. Alors la ligne trompe-l'œil, c'est une des lignes qui, je crois, est le plus facile à reconnaître. Il y a deux façons d'être le trompe-l'œil. Ça peut être soit des volumes qui sont en haut, qui sont soit des poches qui sont énormément développées, exagérées, ou bien aussi des effets de poche et de drapé avec les encolures. Donc c'est quelque chose de, je ne dirais, de pas très naturel. Donc là, on est dans l'idée absolue de la robe de bal, que très très peu de personnes auront l'occasion de porter. C'était une façon aussi, après la guerre, de remettre les classes sociales à leur place. Cette égalisation par la souffrance de toutes les classes sociales qui étaient remises au même niveau. Après la guerre, je ne sais pas si c'était une envie consciente, mais en tout cas, à travers la couture, il y a eu cette repolarisation où les personnes qui pouvaient s'offrir des tenues pareilles, c'était vraiment le gratin de la haute société. Et oui, ça rappelle un peu les fastes de l'époque de la monarchie, hein, finalement. Junon, comme une Junon. C'est le dessin original. C'est la première esquisse de la Junon? Waouh, c'est extraordinaire. La robe Junon qui est vraiment la robe du soir emblématique de Monsieur Dior. C'était la première robe du soir, longue, perlée. Elle a rendu toutes les autres femmes dans la pièce ridicules, parce qu'elle ressemblait à une déesse. Ça, vous reconnaissez celui-là? Ça, c'est la Junon. Toutes les pétales, les broderies. Les quelques points disent que c'est brodé. C'est quand la dernière fois que vous l'avez refaite? Il n'y a pas si longtemps que ça, pour une mariée. Voilà. Vous l'avez fait comment? En blanc, couleur blanche, mais des broderies de maintenant. Et la mariée voulait la robe Junon. Ça doit coûter un petit peu cher, non? Un petit peu, oui, sûrement. Mais bon, après ça, nous, moi, je m'en fiche que ça coûte cher. Du moment qu'on le refait bien, voilà. La ligne oblique, c'est une ligne très reconnaissable dans tous les croquis Dior que nous avons, parce qu'il y a évidemment, comme son nom l'indique, il y a toujours une partie du vêtement que l'on voit en oblique. Il ne reste jamais sur ses acquis. Chaque saison, il se dit comment est-ce que je peux complètement me remettre en question, comment est-ce que je peux réinventer cette ligne. Donc là, on voit là, l'ovale, la ligne ovale, on peut la retrouver ici. Qu'est-ce que le différent format et même de papier, là, le tout petit truc découpé? Oui, bah là on voit qu'en fait il travaille partout. Hop, il fait un petit dessin sur son agenda. Hop, il a trouvé un petit bout de papier. On voit encore les petits trous aussi d'un carnet. Et ben il griffonnait partout. Hein. Alors là, c'est ce qu'il appelle ces hiéroglyphes. Donc ces exemples de croquis montrent tout à fait la variété des endroits où il a réalisé ses croquis. Parce que si ça se trouve, c'était une partie d'un carnet sur lequel ils ont eu des résultats de jeux de cartes. C'est donc Christian Dior qui les appelle les hiéroglyphes, parce qu'ils seraient des brouillons indéchiffrables. Mais ce qui frappe justement, c'est la clarté de l'idée. Ce n'est pas du brouillonné, mais au contraire des esquisses très claires, très lisibles, et pour preuve, beaucoup serviront directement dans les ateliers. Oh là là, c'est merveille, mais c'est une merveille de voir ça. Oh, j'adore. Odile Kern était l'une des mannequins de Monsieur Dior. C'est la première fois qu'elle revient chez Dior depuis 1962. Monsieur Dior. Oh, vous savez, je suis très émue de regarder ça, vraiment. Oh mon Dieu! Alors celui-ci... À mon avis, c'est tout à fait les choses dans le jardin, quelque part à l'ombre, oui, dans un parasol. Oui.
Les hiéroglyphes sont ces croquis d'idées réalisés sur des carnets le plus souvent en dehors de Paris, à Milly-la-Forêt, la petite fermette qu'il a achetée près de chez Jean Cocteau et où il passe des week-ends avec ses amis. Vous savez, je pense que quand on est artiste, on a des idées, il faut les mettre dans un carnet tout de suite parce que sinon on oublie. C'est l'esprit qui bouillonne d'idées, qui est tout le temps en train de poser ses idées. C'est vraiment impressionnant. Une des missions de Jørn Mikkelsen au studio était de déchirer les dessins caducs, et il en a déchiré des dessins de son patron. Par exemple, ce manteau-là, voilà, il arrivait. Et M. Dior disait que le croquis ne lui plaisait pas. Donc, il voulait que le nœud était comme ça et que du manteau venait ça. À ce moment-là, ça, le nouveau croquis accompagnait la toile et l'ancien croquis, l'original, était déchiré. Et tous les soirs, j'étais là en train de déchirer des centaines de croquis qui partaient tous à la poubelle. Regardez le trait. En fin de compte, en combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5. En 5 lignes, il y a toute la suggestion de la robe. C'est un peu comme le trait de Picasso. En une ligne, il arrive absolument à traduire tout son dessin. Là, on est complètement dans le conceptuel. Je veux dire, ça ne ressemble à rien de ce qui a précédé. Même s'il avait l'air un homme bourgeois, son imagination dansait dans sa tête. C'est drôle quand vous voyez ça, parce que c'est le geste de quelques secondes, mais pour réaliser ça, il faut des centaines d'heures de travail. Je suis rentrée chez Dior en 51. Je suis arrivée un lundi, 17 septembre 51. Je rentrais en religion et je ne voulais plus en sortir. On était tellement contents, on ne nous aurait pas payé, on s'en fichait. On était passionnés. Ah oui, il venait nous voir de temps en temps, à 11h le soir et tout. Il était quand même là présent, hein, si tard quand même aussi. Et oui, avec sa blouse blanche, il portait la blouse aussi dans ces moments-là. Oui. Oui, il s'est mis en colère avec moi une fois. Oh là là. Pourquoi? Parce que j'ai eu un bébé et il m'a dit, mademoiselle, si vous n'êtes pas là dans 3 semaines, je ne veux plus vous voir. Mais c'est normal, il avait sa collection dans sa tête, et si vous n'étiez pas là, ça foutait tout par terre. Ligne profilée. Ah, ça j'aime assez. Pouf. Alors voilà, ça c'est la ligne vraiment caractéristique de l'automne-hiver 52. Christian Dior voulait vraiment que ça soit une ligne qui ressemble au carénage d'automobiles et d'avions. On sent très bien une espèce de projection vers l'avant, très carré, très structuré, comme un carénage de voiture. Ça, c'est une virtuosité incroyable, hein, au niveau de la construction et comment dire... C'est Marie-Antoinette rencontre le Bauhaus, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Marie-Antoinette à angle droit. C'est complètement ça. C'est vrai. C'est un casse-tête? Non, du tout. Pourquoi? Non, non, c'est pas un casse-tête. Au contraire, c'est géométrique, c'est... Non, non, c'est facile à faire. Enfin, facile. C'est facile à faire. Si, voilà, regardez, monsieur. Ça, c'est des dessins de vous? Ça, c'est des dessins que j'ai faits. Voilà les structures de ces robes. Et regardez en dessous le travail des jupons qui se faisait pour garder ce volume. C'est-à-dire que ce n'était pas les cerceaux comme on fait chez Produptia, c'était c'était des petits jupons qui... Des vrais mètres cubes pleins. C'est confortable? Ben, quand on s'asseyait, ça devant. L'été 53, la ligne tulipe. Ah oui, ça j'adore. Ça, je me le suis fait nombreuses fois. Se croiser. Parce que vous voyez, c'est un tissu qui est plié. Il n'y a pas de couture, quoi. Et ça faisait
comme une fleur. Alors ben là, ça parle de tout seul, hein, c'est la ligne tulipe, on voit la forme de la tulipe. C'est assez évident, puisque là, c'est grand, très développement du haut du buste, et en particulier des épaules. Et puis, le bas est beaucoup plus longiligne, souple. Le thème permettait aux clients d'être obligés de racheter des robes, parce que si elles avaient eu la ligne tulipe, mettons ça c'était tulipe, vous voyez, ça, bon, c'est comme ça, donc ça faisait démoder l'année d'après, maintenant qu'elles étaient obligées de changer. C'est un feu d'artifice d'idées. Autour de ces codes très précis, d'une féminité très respectueuse, Dior délire autour du corps, réorganise ce que l'on montre de l'anatomie, joue avec les matières, réinvente la roue chaque saison. Chaque ligne est un diktat qui annule le précédent. Il est le pape de la mode et tous ses concurrents attendent son défilé pour s'aligner sur ses longueurs de jupe et ses effets. La date, 31 décembre 1952. On bosse le 31 décembre chez Dior. Bah lui, il travaillait, quand il avait une idée qui germait, C'est il non-stop. ne s'arrêtait pas à la date du 31 décembre. Bah, la ligne muguet, ça reprend la clochette du muguet, cette petite forme-là qui fait la clochette de muguet. C'est une fleur qui est à la mode ou désuète ou c'est un truc de superstition? Je pense que c'est un truc de superstition. Et puis... C'est porte-bonheur, c'est ça? Ça porte bonheur. Ah bah, la ligne H a été assez décriée, on va dire, par pas mal de gens. Il abandonne le corset, quoi, en gros. C'est tout à fait ça. C'est amusant, parce que les 3 collections qui se suivent, là, c'est H, A et Y. Mais vous êtes un peu en H, d'ailleurs? Je suis un peu en H. Bah ouais, vous avez 2 barres là, et oui. ils avaient une horizontale. Oui, oui. Je suis en H, alors je suis de la collection... je suis une archive. On souligne un peu la taille, mais on la marque pas et on marque plus bas, en fait, beaucoup plus bas, le départ de la jupe en corolle. La ligne A est inspirée par la silhouette d'Odile, sa mannequin adorée. Je pense que c'est ma faute. Je n'ai pas de grandes épaules, alors il a pensé, ah tiens, on va faire ça. Il était sûr de lui? Monsieur Dior, absolument. Absolument. Un homme exceptionnel, que j'aimais beaucoup. Tout le monde l'aimait. Y. C'est écrit dessus. En fait, c'est marrant parce qu'il joue avec les lignes du corps et il arrive à faire les lettres de l'alphabet, le H, le A, l'Y, et ça marche super bien. La ligne flèche, donc c'est donc très, très longiligne hein, vers le haut, c'est très élancé. Un autre mouvement qui a beaucoup d'allure aussi. C'est un dessin de lui? C'est pas un Saint-Laurent? Ça pourrait être un Saint-Laurent, ouais, ça pourrait être un Saint-Laurent, ce que j'étais en train de regarder par rapport au visage. Alors, oui, effectivement, on sent le dessin qui est plus courbe. Je sais pas, on sent que c'est un peu différent. À partir de 1955, Christian Dior accueille dans sa maison un tout jeune styliste, Yves Saint-Laurent. Ses dessins sont extraordinaires et tout de suite, Dior, qui se sait éreinté, le voit comme son successeur. Je suis désolé. Tout ça, c'est pas des croquis de Dior, c'est Saint-Laurent. Regardez là. 57, voilà, ça c'est Saint-Laurent aussi. Comment vous savez qu'un dessin est de Saint-Laurent? Parce que ça se voit. Mais à quoi? Chacun de nous, chacun dessinateur a un autre style, une autre origine, une autre famille, un autre... Oui, donc ça se voit tout de suite. Pour moi, c'est vraiment, on reconnaît la patte Dior avec le petit minois, la bouche en avant, l'œil un peu dessiné. Il y a toujours ce style de visage un peu petit, le petit nez avec une grosse bouche et toujours une petite boucle d'oreille. Tout ça, c'est Saint-Laurent. Ça, c'est Monsieur Dior. Ça, c'est Monsieur Dior. Ça, c'est Saint-Laurent. Tout ça, c'est Saint-Laurent. Il passe le bâton parce qu'il est fatigué? Bah, je pense qu'il il doit quand même être essoufflé. Hein. Je pense qu'avec tout ce qu'il a bâti en 10 ans, c'est tellement énorme. Il a commencé sur les chapeaux de roue en s'attelant à plein de choses en même temps, en ouvrant New York, en faisant des voyages. Ça, c'est le problème. Si vous avez un succès extraordinaire, comme le New Look, les gens attendent ça chaque saison. Christian Dior. Je suis sûre que le fait qu'il y avait une crise cardiaque et tout ça, je pense que c'était très lié avec stress. Il est stressé par l'idée de vendre chaque saison. Moi, il me semble que c'est un dessin de Dior, là, à nouveau. La ligne aimant de l'hiver 56.
Mais alors, ça avait du mal à être vendu parce que c'était trop imposant. Vous comprenez, c'était un croquis comme ça, c'est amusant, mais c'est pas très vendable, voilà. C'est sobre, là, sans ornementation particulière. Nous regardons un des dessins de la dernière collection de Christian Dior. Il est exténué, mais il continue de chercher, de repousser les limites de sa mode. Si on la compare à Aphrodite de la première collection, là, il y a 10 ans entre les deux. Ah ben là, il y a effectivement 10 ans. On voit que la mode a changé, là. Et puis les tissus aussi plus précieux, le style des vêtements, la grosse fleur au milieu. Dans cette collection-là, ce modèle n'irait pas. Même la forme du cargo, de la petite veste courte, et le chapeau aussi. Le monde a changé, Monsieur Dior est fatigué. Là, c'est le monde a changé. Ils n'ont jamais été rassemblés, tous les dessins emblématiques de chaque ligne, de chaque saison, et soudain, l'œuvre de Christian Dior apparaît. Cette recherche perpétuelle, ce renouvellement stupéfiant, 10 ans d'une mode tellement puissante, séduisante, folle, extrémiste, qu'on la reproduit encore aujourd'hui et que la maison a pu continuer sans lui. En fait, cet exercice qu'il s'est créé, qu'il s'est imposé, qui a pu, en tout cas d'un point de vue artistique, le fatiguer énormément. Parce que comment renouveler les lignes à l'infini? C'est impossible. Alors que Paris est devenu une tornade permanente de collections, Christian Dior restaure dans le sud de la France la Colle Noire. Une grande maison où se reposer et voir ses amis. Il y passera ses 2 derniers étés. Qu'est-ce que vous me montrez là? Voilà, c'est le livre d'or de la Colle Noire. Non. Ah, c'est le livre des invités de la Colle Noire. Et tout ça commence en août 56. Jacques Benita, avec ma plus tendre affection. Il a à l'époque 27-28 ans, c'est le dernier ami de Christian Dior. C'est un jeune chanteur d'origine marocaine. Ami, c'est-à-dire petit ami? Petit ami, exactement. Et il a passé au moins 2 étés là-bas, à la Colle Noire. Là, Marc Chagall s'est approprié toute la page. C'est un profil stylisé d'un peintre idéalisé, le de profil. Il est devant son chevalet, on voit le haut du chevalet. Et la dédicace est super. Pour Dior, grand artiste. Donc il fréquente des gens beaux ou des gens riches? Ah oui, non, là c'est du lourd, là, si je peux dire. Bernard Buffet, qui vient en voisin. Alors ça, en 57, 13 juin 57. Regardez là, oui, elle a de l'humour, on se moque presque du propriétaire des lieux, on voit un monsieur Dior bedonnant. C'est Maurice Van Mopez, c'est un ami de longue date aussi. C'était une des grandes voix de la France libre. Non, on se moque pas, c'est bienveillant, c'est gentil. Je pense que ces gens devaient bien s'amuser. Tout ça, c'était les derniers mois. Vous imaginez, là, c'est d'une tristesse incroyable parce que c'est le mois d'août. Et donc, on est en août 57. Ça sera le dernier été de Christian Dior à la Colle Noire pour se remettre d'aplomb et se ressourcer avant de repartir au front et travailler et produire et dessiner et préparer une nouvelle collection. Voilà, la course perpétuelle. La dernière lettre connue de Christian Dior, il l'a écrite à son compagnon Jacques Benita. « Mon petit Jacques, 2 mots pour te dire que j'étais content d'avoir ton télégraphe. Ici, après 2 orages, le temps s'est remis au beau, mais j'ai les nerfs en très mauvais état. Je n'ai que des idées noires et ne profite en rien de toutes les beautés qui m'entourent. J'étais triste de te voir partir, mais cela est mieux que si tu étais ici en ce moment où je ne supporte rien et personne, à commencer moi-même. Tiens. » Dans le livre de Monsieur Dior qu'il a écrit Dior et moi là, en 56, il y a beaucoup de mots qui évoquent l'épuisement, la fatigue. J'ai l'impression que la maison est épuisée tout le temps en fait. C'est ça, c'était une folie. Mais il était très aidé parce que la main-d'œuvre était jeune, donc elle avait du ressort. Mais eux, je sentais que... Parce que les personnes, tout le staff, c'est 50 ans, 55 ans, donc ils étaient... Et puis surtout, il faut une disponibilité au doigt et à l'œil du patron. Puisque M. Dior venait que le soir. Il arrivait vers 5-6 heures. Et puis après ça, il fallait rester jusqu'à 2 heures du matin parce que tout d'un coup, il avait de l'inspiration.
Ou tout au moins, il pinaillait sur un modèle, on recommençait, on le fait en bleu, non, on va le faire en jaune, puis non, on va le faire en soie, non, on va le faire en dentelle, vous voyez. Il a des humeurs terribles, il a des colères terribles. Il faut le protéger, il faut l'entourer. Non, ça va très mal, à la fin de sa vie. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux. Surmené, fatigué, accablé, Dior meurt pendant une cure de remise en forme en Italie, à Montecatini. Voici la dernière page de l'agenda de Monsieur Dior. Le 12 octobre 1957, à 17h, une partie de canasta avec ses amis. À 13h, un déjeuner avec Jacques, son compagnon. Et à 15h, un rendez-vous avec Madame Delahaye, sa voyante. Et sur la page du dimanche 13 octobre, départ, Italie. Il part pour sa cure, dont il ne reviendra jamais. Je m'en souviens que la cartomancienne, ou la femme qui lui prédisait l'avenir, est venue au studio et en sortant de son bureau, il nous disait « Mes enfants, Madame Untel m'a prédit que je ne devrais pas partir à Montecatini parce qu'il m'arriverait un malheur. » Ça, j'étais là. Et les valises étaient faites, tout était fait, donc il est parti. S'il avait vraiment suivi sa pensée jusqu'au bout, il n'aurait jamais dû y aller. Donc, c'est ça un peu le mystère et le grand contraste du personnage. On retrouve ces petites superstitions comme des points qui jalonnent tout son parcours. Et au moment où il aurait vraiment dû suivre la superstition et l'écouter, il ne le fait pas, il meurt. Vous étiez où quand vous avez appris sa mort? J'étais, je m'en souviens très bien, je sors le matin et la concierge me dit « Mais vous savez, votre patron vient de mourir ce matin. » Ça devait être un lundi parce qu'il faisait froid. Et le lundi, dans les ateliers, ça n'avait pas été chauffé. Pendant les 2 jours, il faisait un froid de canard. Quelqu'un me dit Monsieur Dior est mort. Ah! Et naturellement, je me suis précipité à avenue Montaigne, au 30, où j'ai retrouvé toute ma famille en pleurs. Non, c'était dramatique. Vous avez dit ma famille? Pardon? Vous avez dit ma famille? Oui. Pour moi, c'était comme une famille. Quand il est mort, on a pris de l'organza de soie noire et nous nous y sommes toutes mis. On a cousu à la main des brins de muguet frais qu'on a fait venir de je ne sais où par avion, je ne sais pas. Et on a entièrement cousu ce linceul de muguet. Ce cercueil qui était là dans l'église, rempli de muguet, au mois d'octobre, c'était extraordinaire comme hommage à M. Dior. Et je n'ai jamais vu tant de fleurs de ma vie. Parce que comme on avait travaillé pour les ambassades, les machins, les tout, dans le monde entier, les couronnes arrivaient tellement qu'on ne savait pas où les mettre. Ils ont demandé à la ville de Paris l'autorisation de faire déposer toutes les fleurs autour de l'étoile. On a tapissé, vous ne croirez pas, le sol de l'Arc de Triomphe avec toutes les couronnes qui avaient été envoyées. Pour vous dire, les milliers de couronnes. Ah ça non plus, ça je connais pas. Ah, c'est les cartes... Non, c'est quoi? C'est des cartes de visite? Alors pourquoi on a tous ces maisons de couture là aujourd'hui? Oh là là, ça fait un effet. Moi, vous allez me... Guy Laroche. Impressionnant. De quoi s'agit-il? Ben, c'est des cartes, c'est au moment du décès. C'est très... J'avais jamais vu ça. C'est très saisissant. Je savais pas que ça existait. Il y en a des piles et des piles et des piles. C'est très touchant. Très touchant. On voit que tout le monde est là. Tout le monde, c'est-à-dire le monde de la couture, le tout Paris, les amis, Schiaparelli. C'est incroyable.
Ce sont les cartes de visite qui ont été déposées au moment du décès de Monsieur Dior. Boussac, ben oui, nous appartenions à Boussac. Et même Cristobal Balenciaga. Car c'était quand même leur maître à tous. Hein. Oh, c'est très touchant aujourd'hui. Je suis très, très, très bouleversée. Entre tout, d'être dans ce building, cette maison, et de voir toutes les photos, tous les fantômes, et là, tout ça. Dans ce grand malheur, notre seule consolation est de penser qu'il a rempli sa mission sur Terre. Oui. Mais c'est tellement dommage qu'il n'a pas pu profiter de son succès et même de ses amis complètement, je crois, parce qu'il était tout de même tellement pris par ses métiers qu'il restait très peu de plage pour ses amis uniquement pendant les vacances. Christian Dior, moi, il m'a marqué à vie, et même son style m'a marqué à vie. Je pense souvent à lui. Voilà. Adieu, Monsieur Dior. Merci. Christian Dior est mort le 24 octobre 1957. Des expositions de ses robes rencontrent encore des records d'affluence. Miss Dior, le parfum qu'il a lancé la première année de sa marque, continue d'être un succès mondial. Le nom de Dior rayonne toujours, devenu un des fleurons du groupe de luxe LVMH, et des générations de créateurs se succèdent pour interpréter son héritage stylistique. Des dessins inédits de Christian Dior surgissent encore régulièrement dans les ventes aux enchères, mais aussi des lettres qui continuent de raconter un homme fin, mélancolique, mais obsédé par le travail. Un homme qui a cherché avec sa mode à reconstituer un monde exubérant et fleuri, un monde idéal.